Donc pour vous rappeler un peu le contexte de l'AMI PRAM, donc PRAM, c'est prise de risque amont, aval et massification. Donc ça s'inscrit dans la stratégie Ecophyto 2030. Et donc l'objectif était en fait, vraiment de massifier, de déployer les alternatives de l'utilisation de produits phyto. Et donc il y a eu un AMI qui est sorti en juillet dernier avec une clôture en novembre. Donc il y avait vraiment pour but d'essayer de proposer un dispositif un petit peu différent sur cette question de la prise de risque. Donc déjà, on partait de 3 constats. Le premier, c'était de se dire qu'en fait, il y a quand même des choses qui existent, des alternatives qui existent, mais on n'arrive pas forcément à les déployer pour plein de raisons. Alors, une qui était des sujets de manque de référence, manque de formation, pas forcément l'accompagnement, pas de couverture de risque, des questions de durée des financements qui ne sont pas suffisants pour permettre la transition, ou encore un besoin d'innovation. Enfin, il y a certaines limites aussi qui existent, qui font qu'on a quand même du mal à les dépasser. Pardon. Le deuxième élément, c'est aussi de se dire qu'on a beaucoup de choses qui sont traitées par levier, où on va essayer une pratique, une autre. Et en fait, pour un agriculteur, du coup, qui a besoin plutôt d'un combinatoire, on a peu de choses qui ont été déjà éprouvées sous un format combinatoire. Et donc, c'est aussi assez difficile à mettre en œuvre et à déployer. Et la dernière, c'est qu'on a aussi un besoin de changement à l'échelle territoriale. Donc ça a quand même pas mal d'implications. Il y a certains leviers qui sont vraiment pertinents qu'à une échelle territoriale. Donc on a besoin d'avoir plusieurs agriculteurs ensemble plutôt que d'avoir simplement un ou deux petites parcelles où il y a des essais qui sont faits. Et donc on avait vraiment la volonté d'avoir quelque chose qui soit plus territorialisé. Donc, ce qu'on a proposé, c'est d'avoir en fait un dispositif qui soit porté par des acteurs économiques. Donc, c'est-à-dire aussi d'essayer d'impliquer au-delà des agriculteurs, mais un peu plus haut dans la chaîne de valeur, pour que en fait les agriculteurs puissent avoir en fait automatiquement des débouchés associés à cette prise de risque, puisque on embarquait les acteurs de l'aval. Donc, ce qu'on vise, c'est des coopératives, mais pas que. En fait, tout acteur qui est en direct avec des agriculteurs. Donc, ça peut être des transformateurs, certains distributeurs, enfin bon, tout un panel d'acteurs qui vont du coup pouvoir fédérer un certain nombre d'agriculteurs. Et donc, le but, c'est qu'on se soit quand même, dans le terme de massification, que ce soit quand même un grand nombre. Et autour d'un combinatoire à tester, donc c'est-à-dire d'avoir justement un panel de leviers qui pourra être déployé avec évidemment, en fonction des agriculteurs, probablement des ajustements entre ceux qui sont pionniers et ceux qui sont assez débutants dans la transition. Et ce qu'on recherche, c'est d'avoir de la métrologie, donc de ce projet, on arrive à sortir en fait un suivi. Donc on arrive à essayer d'identifier ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, et donc de mettre en place en fait un suivi sur l'ensemble de ces projets. Le but, c'est aussi d'avoir donc du collectif et donc d'avoir un acteur de l'aval et des agriculteurs, mais aussi des conseillers, pourquoi pas une agence de l'eau, d'autres acteurs de l'aval qui peuvent acheter à la coopérative ou au transformateur, des acteurs du conseil et pour un tiers de confiance donc qui permet de garantir que le combinatoire il est pertinent, que les choses avancent bien, etc. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir un peu un collectif et à une maille territoriale. Donc c'est aussi pour ça qu'on avait réfléchi à cet angle d'acteur économique, parce que ce soit une coopérative ou un transformateur, généralement, ça représente un panel d'agriculteurs qui sont sur une zone régionale, enfin régionalisée, et donc sur laquelle on peut déployer des leviers agronomiques qui peuvent être intéressants. Donc, on a eu 42 dossiers qui ont été donc on a instruit dans cette AMI. Donc, on a eu un peu toutes les régions qui ont proposé des projets. Enfin, il y a eu des projets pour à peu près toutes les régions. On en avait donc 14 qui étaient des projets intéressants dans le sens où c'était sur des questions de réduction des usages, mais qui ne répondaient pas vraiment à l'objectif. Alors, pour plein de raisons. Mais on a eu des projets qui étaient soit avec des acteurs qui proposaient leurs solutions, mais qui n'étaient pas du tout dans un cadre collectif. Donc certains acteurs qui proposaient une solution de biocontrôle ou des choses sur de la formation. Enfin bon, on a eu des choses assez variées. On avait aussi quelques projets qui étaient vraiment de la recherche expérimentale, où on était vraiment à un niveau, on va dire, on débutait un peu le test du levier. Alors que là, ce qu'on veut, c'est vraiment des solutions qui ont été éprouvées, qu'on peut massifier. Donc, même si dans les projets, on s'attend à ce qu'il y ait un petit peu de recherche en parallèle et donc il y ait peut-être des leviers qui soient un peu plus
qui nécessite un peu de recherche au début du lancement des projets. On souhaite quand même avoir un combinatoire qui soit relativement mature. Et après, on avait voilà, certains combinatoires qui étaient vraiment trop dans une démarche sans être au champ et donc sans qu'on ait de référence ou d'éléments pour se dire que ça allait pouvoir fonctionner. On en a eu 28 qui étaient par contre plus alignés avec les objectifs du PRAM. Alors bon, certains restaient quand même à approfondir. Évidemment, c'était un AMI, donc on n'avait pas forcément toujours le niveau de détail suffisant ou certains éléments. Enfin, on voit aussi que pour les porteurs de projets, c'était un début, ça leur a permis de débuter la réflexion, mais parfois, ils ont bien explicité que, en fait, pour l'appel à projet, il faudrait qu'ils aillent un peu plus loin. Donc, on avait beaucoup de filières végétales, donc notamment les grandes cultures, mais on a eu aussi pas mal sur les fruits et légumes, quelques projets viticulture, et des projets betteraves et après des projets territoriaux dans le sens où c'était un peu un mix de cultures. On a eu beaucoup de choses assez variées avec des combinatoires, bon alors pas toujours précisés, mais sinon on avait des combinatoires plus ou moins systémiques, donc avec des choses où on avait 2 ou 3 leviers assez simples, à des choses où on allait vraiment vers un changement sur la rotation, des éléments de diversification des cultures mixés avec des haies, des changements. Enfin, on était vraiment dans quelque chose d'assez profond et des choses où on avait un mix de choses qui fonctionnent bien avec des agroéquipements, certaines solutions de biocontrôle. Enfin, voilà, un panel assez large de solutions. On a eu aussi donc la question de l'accompagnement de la prise de risque. On a eu des propositions assez variées avec un engagement donc, des acteurs économiques à faire de l'incitatif, donc avec des primes filières, avec des propositions de formats plus variés. Mais il y a eu des choses assez intéressantes qui ont été proposées. Donc il y a quand même un intérêt. Après, ce qui est vrai, c'est que souvent, c'était quand même la réduction de phyto était intégrée dans une transition un peu plus large que juste les phytos. Donc on a eu plusieurs projets où, enfin, c'est pas, voilà, ça ne s'arrête pas à juste une réduction d'IFT, mais on est vraiment dans un projet de transition qui va impliquer une réduction des phytos. Et oui, bon, voilà, généralement, tout le monde était plutôt à l'aise pour se dire qu'ils allaient partager les résultats. Donc on envisage que ce soit, enfin, le but de cet appel à projet quand il sortira, c'est vraiment qu'on arrive après à massifier ce qui en est sorti, donc que les choses soient publiques et que ça donne pas mal de références pour la suite de cette étape de massification où on n'a pas beaucoup d'éléments. Donc voilà pour les enseignements de l'appel à projet, enfin de l'AMI plutôt PRAM. Et donc voilà, il y aura peut-être des questions sur ce sujet. Donc l'appel à projet devrait sortir, mais voilà, pour l'instant on n'a pas de visibilité sur le calendrier à date, mais voilà, on a quand même on est très soutenu par les différents ministères puisque donc c'est un projet qui est porté par France 2030. Piloté par le MASA et on est en interministériel donc dessus, donc tout le monde est relativement motivé pour que ça sorte. Donc voilà, on peut pas s'engager, mais ça devrait arriver. Je ne sais pas si vous avez du coup des questions. On peut prendre quelques minutes pour des questions. Ah, oui. Bonjour, Aurélie David du pôle de compétitivité Agri-Sud-Ouest Innovation. J'avais déjà remonté cette question, mais concernant la couverture de l'aide qui sera fournie dans le cadre de cet appel à projet sur les acteurs amont par rapport à la prise de risque. Alors, il y a eu un webinaire où il avait été dit qu'il n'y aurait pas de prise en compte de cette perte de rendement, par exemple pour l'agriculteur, et du risque qu'un assureur pourrait couvrir. Est-ce que vous avez pu travailler sur ce sujet? Est-ce que c'est des choses qui vont finalement être couvertes? Parce que ça remettait en cause un peu l'implication. Alors, l'idée, c'est de partager le risque sur la filière, mais dans le cadre de la démonstration de la faisabilité de cette répartition, il était envisagé d'être aidé par les fonds publics. Mais si ce volet n'est pas aidé, ça va remettre peut-être en cause certains intérêts. Alors, sur la question de exactement ce qu'on va pouvoir financer, enfin ça, on l'aura la version finalisée dans l'appel à projet parce que c'est en termes,
il y a des petites subtilités juridiques sur les régimes d'aide, etc. Donc, on est en train de le finaliser. Donc, ça va éclore sous peu. Ce que je peux dire, c'est qu'on a quand même des pistes pour financer un certain nombre de choses, y compris de l'incitatif. Donc, il y a des choses qui pourront être financées. Après, on aura probablement, pas forcément la capacité à à financer exactement, précisément certaines choses qui sont attendues, mais on pourra en financer d'autres. Enfin, on imagine quand même très bien que sur le lot de tout ce qui peut être financé, vous arriverez à trouver un équilibre et donc à pouvoir financer des formes de couverture du risque. Voilà, enfin, on pense que voilà, vous arriverez à financer de la couverture du risque. Après, ce sera peut-être un petit jeu derrière d'organisation, mais ce sera possible. Merci. Une seconde question, oui. Ambronelé, donc région Nouvelle-Aquitaine et programme France 2030 Vitirève. Vous avez parlé, donc vous avez mentionné l'échelle territoriale des projets. Nous, on avait cru comprendre à l'issue de l'AMI que vous attendiez quand même une coordination entre des filières agricoles, par exemple des projets qui soient un peu cohérents, par exemple sur une filière telle que la viticulture, ou est-ce que finalement pour vous l'échelle territoriale, c'est vraiment par exemple un département, une cave coopérative qui œuvre sur plusieurs appellations? Voilà, c'est une première question, après j'en ai une seconde. Du coup, votre question, c'est, enfin, si c'est sur une filière, enfin, ce que vous voulez dire, c'est si vous pouvez avoir. C'est l'échelle territoriale. Qu'est-ce que vous entendez par échelle Bah, territoriale? l'échelle territoriale, c'est effectivement qu'on ait un ancrage local. Enfin, l'idée, c'est que par exemple, si on compare avec le réseau des fermes des filles, où on a, en fait, on va avoir plein de points de démonstration. Là, l'objectif, c'était d'avoir une massification avec un plus grand nombre d'agriculteurs au même endroit qui puissent être donc dans cet effet de démonstration. Donc d'avoir ce côté massification à l'échelle locale. Après, ça veut, enfin, je ne sais pas ce que vous avez exactement en perspective, mais C'est parce que voilà, on pense par exemple à d'autres démarches comme les Parsada ou le PNDV. Ce sont des démarches qui sont maintenant plutôt coordonnées à l'échelle nationale pour une même filière. Voilà, donc c'est pour ça que est-ce que vous attendez une coordination, par exemple sur la viticulture, sur ce sujet-là, ou finalement vous allez avoir plus d'intérêt à des projets qui vont faire une massification à l'échelle locale et pas nationale? bah, l'idée, c'était quand même d'avoir une massification à l'échelle locale, parce qu'on envisageait les choses. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir une coordination au niveau national, mais l'objectif, c'était qu'on ait sur un territoire un effet massification, parce que si on a effectivement un réseau avec un agriculteur par département, ça sera pas, c'est pas l'objectif. Le but, c'est d'avoir quand même des tâches importantes à une échelle. Mais enfin, voilà, ça ne veut pas dire qu'on a forcément. Enfin, le but, c'est qu'on ait quelque chose de régional. Après, ça peut prendre diverses formes. Oui, merci pour ces éléments. Arnaud Lagriffoul de Sangos. Est-ce qu'on aura une visibilité suffisamment tôt sur ce qui sera finançable? Parce que alors, l'aide d'intention, c'est bien. Rédiger un projet à plusieurs, c'est extrêmement chronophage. Surtout vous attendez à ce qu'il y ait de multiples acteurs, donc ça prend beaucoup de temps. Du coup, les acteurs se disent, est-ce que ça vaut le coup d'y aller ou est-ce qu'on va se faire débouter? Et donc c'est difficile de mobiliser les acteurs. Donc l'intérêt, c'est de savoir suffisamment tôt, avant la fin de la AP, ce qui sera financé et ce qui ne le sera pas. Et est-ce qu'on a la possibilité d'avoir des échanges avec les services instructeurs? On l'a vu avec le PARSADA, c'était le comité scientifique et technique, pour expliciter des projets quand il y a des interprétations qui ne sont pas forcément les bonnes. Alors, sur la question de ce qui va être financé, enfin, après, oui, on va, quand l'AP va ouvrir, on aura ce qui va être financé qui sera au moment où on sortira l'AP. Donc, on n'aura pas de décalage entre le début de l'appel à projet et qu'est-ce que vous allez pouvoir financer à la fin. Enfin, là, le but, c'est que ce soit synchro. Donc, a priori, vous aurez assez de temps pour pouvoir préparer ces financements en ayant en conscience. Et après, on a eu des échanges dans le cadre de l'AMI avec certains porteurs de projets qui nous ont contactés. Donc, c'est possible. Après, ça dépend aussi le nombre de porteurs de projets qui consultent. Mais a priori, il n'y a pas de problème pour répondre.
Et surtout, le but de l'AMI, ça a été aussi justement d'avoir pas mal d'échanges avec ceux qui le souhaitaient et de tester un peu ce que ça donnait. Donc, on n'a pas de problème avec ça. Et la durée de l'AAP, ça sera ouvert Alors combien de temps? ça, je ne sais pas. Je pense qu'on va essayer que ce soit suffisamment long pour que tout le monde puisse répondre, mais il ne faut pas non plus que ce soit qu'on s'embarque sur un truc trop long pour que ça reste dans un calendrier de cette année, quoi. Mais on ne va pas vous demander en 2 semaines de répondre. J'ai une question subsidiaire. Si voilà, on porte un projet ambitieux qui embarque plusieurs territoires, plusieurs acteurs économiques, est-ce que vous pensez que l'appel à projet pourra soutenir des acteurs qui seraient dans la coordination de ces acteurs économiques? Je pense par exemple si on prend plusieurs grands donneurs d'ordre, alors moi je suis très viticulture, mais si on prend plusieurs grands donneurs d'ordre par exemple sur un bassin viticole donné, ils sont tous concurrents et on peut les embarquer dans des projets, mais il faut quand même, à mon sens, peut-être des coordinateurs tiers de confiance, comme on peut avoir un tiers de confiance technique, avoir un tiers de confiance en gestion. Ça, je ne sais pas si c'est prévu. Alors, ce qu'on a réfléchi, c'est plutôt effectivement... Enfin, en gros, il y aura le cadre standard où on a un acteur économique et c'est pas compliqué. Après, les propositions qui sont un peu sur le... Enfin, on va dire un peu sur le côté, qui en même temps remplissent des cases, mais ne sont pas tout à fait ce qu'on avait défini. Je pense que ce sera établi au cas par cas, mais c'est pas... on n'a pas de rigidité là-dessus à partir du moment où on a des acteurs économiques dans le consortium. Enfin, ce qu'on ne veut pas, c'est d'avoir un tiers de confiance et en fait de ne pas avoir d'engagement auprès des agriculteurs. Le but, c'est vraiment que les agriculteurs qui vont dans ce projet, ils soient sûrs des débouchés économiques. Donc après, l'organisation, etc., il faudra l'instruire, mais il n'y a pas de nom de principe là-dessus. Pour finir, 2 questions sur savoir est-ce quand derrière la massification, est-ce qu'il y a des ordres de grandeur d'un nombre minimum d'agriculteurs ou d'hectares engagés dans le projet? Et après, une autre question sur la question particulière des caves particulières en viticulture. C'est des questions qui sont un peu connues, mais pour savoir comment est-ce qu'on peut espérer faire un projet avec des caves particulières, ou si finalement, comment ça pourra pas voir le jour. Alors, sur la première question, sur les... Alors, désolé, j'ai bloqué sur les caves particulières. Alors, la première question, c'est, on peut commencer par les caves particulières, puis après, on aboutira à la massification. Non, mais je pense que, pour les caves particulières, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que dès qu'on est on n'est pas dans le cadre complet, on instruira aussi en fonction de de la manière dont c'est présenté, et on peut avoir, il pourrait y avoir des échanges, notamment avec le SGPI, en fonction avant de déposer le dossier pour voir quels sont le cadre qui peut fonctionner. Mais on est un peu, il faudra instruire en fonction de concrètement ce que vous proposez. Je pense pas qu'on ait de nom absolu, mais il faudra voir la forme que ça prend. Sur la massification, est-ce Oui, qu'on aura les pourcentages, des seuils minimums Non, alors il n'y a pas d'échelle minimum. Ce qu'on veut, c'est que ce soit quand même significatif. C'est-à-dire que à l'échelle d'une coopérative ou quel que soit l'acteur, que le nombre ou les hectares engagés soient quand même significatifs. On n'a pas mis de X%, mais si on est sur un acteur avec plusieurs dizaines de milliers d'hectares et qui nous propose quelque chose avec 5 agriculteurs, bon, ça n'est pas considéré comme de la massification. Après, pour l'instant, on n'a pas défini de seuil en se disant que ça dépendra beaucoup, surtout selon les filières. C'est quand même très variable aussi ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un effet d'augmentation au cours du projet et qu'à la fin du projet, donc sur les... ça dépend, mais globalement, on a plutôt eu des retours autour de 5 ans. Sur les 5 ans, on ait quelque chose qui soit à l'échelle. Donc voilà, on dépasse... en tous les cas, on soit significatif par rapport au nombre d'agriculteurs. Évidemment, si l'acteur veut faire 100% de ses coopérants ou de ses... voilà, tout est possible.
Je reviens sur la problématique du financement et derrière les régimes d'aide d'État. Et sachant que l'opérateur, c'est BPI, Oui. qui va instruire ce dossier. Et c'est une structure qui a souvent l'habitude d'utiliser un régime d'aide d'État, qui est le régime RDI, et de faire du mixte entre subvention et avance remboursable. Est-ce que vous allez aussi maintenir cette logique-là ou pas du tout? Alors, a priori, non. Enfin, voilà, on a quand même tout un panel de régimes d'aide d'État qui sont mobilisables. Et là, on est en train de construire justement, avec BPI France, la logique, pardon. Mais on va pas rester figé sur juste le format à date RDI plus subvention. Voilà. Après, sur le détail, à nouveau, vous aurez plus d'informations dans l'appel à projet quand on aura tous les retours juridiques. Parce que c'est quand même assez complexe. Très bien, merci. S'il y a